Ma petite amie m'a dit, il emménage. Ça ne se discute pas. J'ai répondu, mon départ ne se discute pas non plus. Ensuite, j'ai chargé toute ma vie dans un utilitaire, j'ai demandé à être retiré du bail, et j'ai pris mes distances pendant que son ex, le propriétaire et la vraie vie lui ont appris exactement ce qu'est vraiment le non négociable. Je suis Bastien, 30 ans. Je travaille comme coordinateur logistique pour une entreprise de distribution en Île-de-France. C'est un travail stable et prévisible. J'aime la structure. Je paie mes factures à temps. Je suis mes dépenses, et je n'aime pas que le chaos s'infiltre dans mon espace de vie. Ma copine, Roxane, 27 ans, travaille dans le marketing événementiel. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans et nous vivons ensemble depuis 14 mois dans un appartement dans le 11e arrondissement à Paris. Nos deux noms figurent sur le bail. Le loyer n'est pas donné, mais nous partageons tout à parts égales. Du moins, c'était l'accord. Roxane a une forte personnalité. C'est la version polie. Elle est confiante, bruyante, et très habituée à obtenir ce qu'elle veut. Au début, je pensais que c'était juste de l'ambition. Au fil du temps, j'ai réalisé qu'il s'agissait plutôt de contrôle. Son ex, Dorian, a toujours plané en arrière-plan. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans avant moi. Selon elle, il était émotionnellement limité et ne pouvait pas la gérer. Mais son nom revenait souvent. Principalement présenté comme une preuve du chemin qu'elle avait parcouru depuis. Il y a environ 1 mois, elle a commencé à mentionner que Dorian traversait une période difficile. Apparemment, lui et son colocataire s'étaient disputés. Puis c'est devenu, son colocataire l'a mis à la porte. Ensuite, c'est devenu, il dort temporairement sur le canapé d'un ami. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Ce n'était pas mon problème. Mardi soir dernier, je suis rentré du travail par le métro et elle était assise au comptoir de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, avec cette expression qu'elle a quand elle a déjà décidé quelque chose. Il faut qu'on parle, a-t-elle déclaré. J'ai pensé peut-être à un changement de travail, peut-être d'argent, quelque chose de normal. Au lieu de cela, elle annonce, Dorian emménage. Il n'y a pas de discussion. C'est temporaire, alors ne commence pas. En fait, j'ai ri au début parce que je croyais qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Elle a précisé qu'il prendrait la chambre d'amis, que ce ne serait que pour quelques semaines, et que je devrais être assez mature pour comprendre qu'aider quelqu'un en crise est ce que font les gens bien. J'ai demandé quand cela avait été décidé. Elle a répondu plus tôt dans la journée. J'ai demandé pourquoi je n'avais pas été consulté. Elle a levé les yeux au ciel et a rétorqué, parce que tu en ferais tout un drame. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une conversation. C'était une déclaration. Et je ne vis pas dans des endroits où je n'ai pas mon mot à dire. Je lui ai dit calmement, s'il emménage et qu'il n'y a pas de discussion, alors mon départ n'en est pas une non plus. Elle a eu un petit sourire en coin comme si je bluffais. Ce n'était pas le cas. Je n'ai rien jeté. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai même pas haussé le ton. J'ai juste posé une question supplémentaire. Quand est-ce qu'il emménage? Elle a haussé les épaules et a répondu vendredi. On était mardi. Elle lui avait déjà dit oui. Apparemment, elle lui avait aussi affirmé que je comprendrais parce que je suis raisonnable. Encore ce mot, raisonnable. Traduction, docile. J'ai demandé si elle lui avait au moins précisé que le bail portait nos 2 noms. Elle a balayé cela d'un revers de main. C'est bon. Le propriétaire m'adore. Ne rend pas les choses compliquées. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'aider quelqu'un. Il s'agissait de contrôle. Elle avait décidé quelque chose concernant notre espace de vie commun et m'en avait informé après coup. Alors j'ai dit, d'accord. Elle a cligné des yeux. J'ai ajouté, s'il arrive vendredi, je serai parti jeudi soir. Elle a levé les yeux au ciel et a ri. Tu fais du drame. Non, ai-je répondu, je suis cohérent. Tu as dit qu'il n'y a pas de discussion. Je suis d'accord. Elle ne pensait pas que j'étais sérieux. Elle est retournée à son ordinateur portable comme si l'affaire était réglée. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agence de gestion locative. J'ai demandé quelle était la procédure pour me retirer d'un bail conjoint. Il s'est avéré que les 2 parties devaient signer un avenant de résiliation partielle et que le locataire restant devait être éligible seul ou avec un nouveau garant. Intéressant.
Je ne l'ai pas encore dit à Roxane. Au lieu de cela, j'ai loué un utilitaire de déménagement pour le jeudi soir. Non remboursable. J'ai aussi appelé un de mes copains qui a une chambre d'amis. Je lui ai demandé si je pouvais squatter pendant quelques semaines. Il a dit oui sans hésitation. Mercredi soir, j'avais mis dans des cartons la majeure partie de mes affaires de la chambre d'amis. C'est drôle à quelle vitesse cette pièce a cessé de paraître neutre. Elle a remarqué les boîtes et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu exactement ce que j'avais prévu de faire. Elle a ricané. Tu pars vraiment pour ça? Non. Je pars parce que tu m'as signifié que je n'ai pas mon mot à dire sur l'endroit où je vis. Elle a essayé d'inverser la situation. Donc tu me punis parce que j'aide quelqu'un. Je lui ai rétorqué que si elle voulait aider son ex, c'était son choix, mais que je n'allais pas partager un appartement avec lui. Elle a piqué une crise et m'a traité d'homme peu sûr de lui. Peut-être, mais je ne suis pas à la fois sans abri et peu sûr de moi. Jeudi après-midi, elle était plus agacée que contrariée. Elle croyait encore que j'allais me calmer. Puis, à 18h, l'utilitaire s'est garé devant l'immeuble. Et c'est là qu'elle a réalisé que je ne négociais pas. L'arrivée de l'utilitaire a immédiatement changé le ton. Roxane se tenait près de la fenêtre lorsqu'elle l'a vu. Son expression est passée de l'irritation à la confusion. « Tu as vraiment loué un utilitaire? » « Oui. »« Pourquoi faire? » »« Pour déménager ma vie. » Elle m'a suivi en bas, agissant toujours comme si c'était une sorte de performance. Le chauffeur m'a remis les clés, j'ai signé, et j'ai commencé à charger les cartons. À ce moment-là, elle a changé de tactique. « Bastien, arrête. C'est de la folie. Il reste juste dans la chambre d'amis. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai plutôt descendu ma chaise de bureau par les escaliers. C'est alors qu'elle a finalement avoué ce qu'elle pensait vraiment. « Tu me mets dans l'embarras. » C'était intéressant. Pas tu me fais du mal. Pas je ne veux pas que tu partes. Dans l'embarras. Parce qu'apparemment, elle avait déjà assuré à Dorian que j'étais d'accord. Elle m'avait probablement dépeint comme un homme solidaire et évolué. Pendant que je chargeais l'utilitaire, elle a essayé d'appeler Dorian. Je l'entendais faire les 100 pas à l'intérieur, expliquant quelque chose d'une voix étouffée mais en colère. Au troisième voyage vers le bas, elle est sortie. Il n'a nulle part où aller. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je lui ai expliqué calmement que je ne l'empêchais pas de l'aider. Je me retirais simplement d'une situation à laquelle je n'avais pas consenti. Elle a croisé les bras et a lancé « Tu réagis de manière excessive. C'est juste temporaire. » Temporaire ne veut pas dire facultatif pour moi. C'est là que c'est devenu intéressant. Je lui ai rappelé que nos deux noms figuraient sur le bail. Si Dorian emménageait, cela nécessiterait techniquement l'approbation du propriétaire. Accueillir un occupant supplémentaire sans consentement viole le contrat. Elle s'est figée pendant une demi-seconde. Il s'en fichera, s'est-elle empressée de répondre. Peut-être. Peut-être pas. Je n'ai proféré aucune menace. J'ai juste énoncé des faits. À 21h, ma moitié de l'appartement était vide. Canapé, télévision, cadre de lit, table de cuisine. Tout était à moi. Tout avait disparu. L'endroit a immédiatement pris une autre allure. Plus petit. Elle s'est tenue au milieu du salon et a dit « Et alors ? Tu m'abandonnes tout simplement ?» Non, ai-je répondu, je me retire comme tu l'as demandé. Elle n'a pas apprécié cette formulation. Pendant que je m'éloignais, elle a envoyé un seul SMS. Tu vas le regretter. Je n'ai pas répondu car voici la chose qu'elle n'avait pas prise en compte. Retirer mon nom du bail n'était pas facultatif pour elle. Cela nécessitait sa coopération. Et vendredi était dans moins de 24 heures. Dorian prévoyait toujours de s'installer, mais le propriétaire n'avait encore été informé de rien. Et je n'étais pas obligé de garder le silence. Vendredi matin, je me suis réveillé sur le canapé de mon copain avec 12 appels manqués. Tous de Roxane. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. À la place, j'ai appelé l'agence de gestion locative. J'ai expliqué que je quittais le logement et que je souhaitais entamer officiellement la procédure pour me retirer du bail. J'ai également demandé, par pure hypothèse, ce qui se passerait si un occupant supplémentaire emménageait sans accord écrit. La gestionnaire n'a même pas hésité.
C'est une infraction. Mise en demeure immédiate. Intéressant. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Environ 10 minutes plus tard, Roxane a fini par envoyer un SMS au lieu d'appeler. Dorian est là. Il faut qu'on parle du bail. Je n'ai pas répondu. Un autre SMS. Le propriétaire dit que nous devons tous les deux signer quelque chose. Je n'ai toujours pas répondu. Puis le ton a changé. Pourquoi les as-tu appelés sans me le dire? Donc elle savait. J'avais fait exactement ce que j'avais annoncé. Je me suis effacé, mais je n'ai pas laissé de problème non résolu attaché à mon nom. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un message clair. Je me retire du bail. Je ne serai pas financièrement responsable d'un troisième occupant que je n'ai pas accepté. Je signerai l'avenant une fois que tu seras éligible seul ou que tu l'auras ajouté légalement. Ensuite, je l'ai bloqué. Téléphone, réseaux sociaux, tout. Pas par colère, mais par souci de clarté. Si elle voulait des décisions non négociables, elle pouvait les avoir sans aucun commentaire. 1 heure plus tard, Dorian a tenté d'appeler depuis un numéro inconnu. Bloqué. Un autre numéro. Bloqué. Je n'allais pas m'engager dans un débat à 3 sur un appartement dans lequel je ne vivais plus. Dès samedi matin, des amis communs m'envoyaient des SMS. Apparemment, Dorian n'était pas éligible à lui seul. Son dossier de solvabilité n'était pas génial. Et Roxane, avec ses seuls revenus, ne remplissait pas les conditions de ratio exigées par le bailleur sans un garant. Ce qui signifiait que le propriétaire leur avait donné 2 options. Soumettre les documents mis à jour correctement ou faire face à une résiliation du bail. Et puisque j'avais déjà initié mon retrait, mon départ était en marche. Roxane a laissé un long message à un ami commun en lui demandant de faire passer l'information. Elle a déclaré que je la sabotais, que j'étais mesquin, que les vrais partenaires ne fuient pas au premier signe d'inconfort. Je lui ai fait répondre par une seule phrase. Les vrais partenaires ne font pas emménager leur ex sans discussion. Après cela, je n'ai rien entendu directement, mais j'ai appris quelque chose d'intéressant. Dorian n'était pas ravi par la paperasse. Apparemment, il pensait qu'il allait juste squatter un moment. Il s'avère que le non négociable a une saveur différente lorsque le contrat de location comporte des signatures. Et pour la première fois depuis mardi, ce n'était plus Roxane qui contrôlait la situation. Elle réagissait sans que je sois dans la pièce. D'ici lundi, la pression s'est entièrement déplacée sur Roxane. Je n'avais pas de ses nouvelles directement parce qu'elle était bloquée partout, mais des amis communs me fournissaient des mises à jour involontaires. Dorian avait officiellement emménagé vendredi soir. Matelas sur le sol de la chambre d'amis. 2 sacs de voyage. Une grande énergie de nouveau départ. Apparemment, il est arrivé en s'attendant à du calme. Au lieu de cela, il a été accueilli par un courriel de conformité du bail. Le propriétaire avait envoyé une mise en demeure formelle demandant les documents mis à jour sur les occupants dans les 72 heures. Le non-respect de cette consigne déclencherait une révision du bail. C'est le jargon d'entreprise pour dire que vous êtes sur la corde raide. Au début, Roxane a essayé de tourner cela à son avantage, en disant à Dorian que j'avais réagi de façon excessive et que j'avais délibérément mis le bazar, affirmant que ce n'était que de la paperasse. Mais la paperasse est liée à des chiffres, et les chiffres se moquent du ton employé. Elle devait soit être éligible seule, soit faire ajouter Dorian légalement. Cela nécessitait la vérification de son dossier de solvabilité, la vérification de ses revenus et des frais de dossier. Dorian n'a pas du tout apprécié cette partie, d'après ce que j'ai entendu. Il pensait rester quelques semaines, pas s'engager dans une obligation financière d'1 an, ce qui signifie qu'ils ont eu leur première vraie dispute dans les 48 heures suivant la cohabitation. C'est amusant de voir comment l'énergie de solidarité face à la crise s'estompe quand les termes du bail apparaissent. En milieu de semaine, j'ai reçu un courriel de la gestionnaire directement, pas de Roxane. Il indiquait que Roxane avait soumis des documents pour me retirer du bail et conserver le logement avec un demandeur supplémentaire en attente d'approbation. Traduction, elle avait besoin que je parte complètement pour stabiliser sa situation. J'ai signé l'avenant numériquement le jour même. Net, définitif, sans commentaire. Apparemment, cela l'a choqué plus que tout le reste. Elle s'attendait à ce que je gagne du temps, que je m'en serve comme moyen de pression, que je négocie. Au lieu de cela, je me suis effacé exactement comme promis. Mais voici la partie qu'elle n'avait pas calculée.
Une fois que je n'étais plus sur le bail, la conversation sur le dépôt de garantie a changé. La moitié m'appartenait légalement, et le propriétaire ne redistribue pas les dépôts automatiquement lorsque les locataires changent en cours de mandat. Ce qui signifie que Roxane devait maintenant trouver ma part pour conserver l'appartement intact. Dorian, selon un ami, ne s'est pas porté volontaire. Jeudi soir, j'ai entendu dire qu'ils avaient eu une énorme dispute à propos de l'argent. Les points non négociables nécessitaient soudainement des négociations. Pendant ce temps, j'avais déménagé mes affaires dans un petit studio à l'autre bout de Paris. J'ai signé un bail de 6 mois, un immeuble calme, pas de drame. Les numéros bloqués sont restés bloqués, mais les rumeurs circulent. Apparemment, Roxane a raconté aux gens que j'avais fui, ce qui est intéressant, parce que je n'ai pas fui. J'ai juste refusé de partager mon espace avec son ex, et maintenant elle apprenait que les déclarations ne priment pas sur les contrats. La vraie vie signe des papiers, et les papiers n'ont pas de sourire en coin. À la 2e semaine, le ton est passé de la confiance à l'attention. Je ne l'ai pas entendu directement, je l'ai appris par le bouche à oreille. Apparemment, le propriétaire a approuvé Dorian sous condition. Son dossier de solvabilité n'était pas exceptionnel, mais Roxane a forcé les choses en acceptant un dépôt de garantie plus élevé et en signant un avenant plus strict sur le paiement ponctuel du loyer, ce qui impliquait 2 choses. Premièrement, elle devait couvrir ma moitié de la caution immédiatement. Deuxièmement, si le loyer était en retard ne serait-ce qu'une fois, le propriétaire pouvait entamer une procédure de résiliation. C'est beaucoup de pression pour un arrangement temporaire. Le premier cycle de loyer est arrivé plus vite que prévu. Roxane avait toujours trouvé facile de partager le loyer avec moi. Des revenus prévisibles, des virements automatiques, des calculs clairs. La contribution de Dorian, moins prévisible. D'après ce que j'ai entendu, il était entre 2 contrats, travaillait en indépendant dans le design, avait quelques factures en attente, ce genre d'explication. Roxane a commencé à se défouler auprès d'amis communs sur son niveau de stress. Elle a dit que je l'avais laissé dans une position difficile. Elle a dit que j'aurais pu au moins lui donner plus de temps. Plus de temps pourquoi? Pour laisser son ex emménager progressivement? Pendant ce temps, je m'installais dans mon studio. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, mais c'était à moi. Des matins calmes, pas de tension dans la cuisine, pas besoin de se demander qui va passer la porte. Environ 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel inattendu, non pas d'elle, mais du propriétaire. Un ton professionnel, une question simple. Avez-vous entièrement libéré les lieux et retiré toutes vos affaires? Oui. Bien. Nous avons eu des plaintes pour nuisances sonores et voulions confirmer que vous n'êtes plus un occupant. Plainte pour nuisances sonores, intéressant. Apparemment, Dorian avait invité des amis, soirée tardive, musique, cigarettes sur le balcon. L'immeuble avait toujours été strict à ce sujet. Roxane avait l'habitude de se plaindre lorsque les voisins du dessus faisaient du bruit après 22 heures. Maintenant, c'était elle qui recevait des avertissements écrits. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est que le loyer a accusé 2 jours de retard ce mois-là. 2 jours. En vertu du nouvel avenant, cela a déclenché une mise en demeure. Roxane, selon un ami, était furieuse. Elle disait que le propriétaire était injuste. Elle disait que je l'avais piégée pour qu'elle échoue. Je n'avais rien fait. Je m'étais retiré d'une situation à laquelle je n'avais pas consenti. La vraie vie a fait le reste. À la fin du mois, j'ai entendu dire que Dorian parlait déjà d'avoir besoin d'espace. Il disait que la pression semblait lourde. Il disait que vivre ensemble révélait des problèmes de compatibilité. Des problèmes de compatibilité. Ils étaient colocataires depuis 4 semaines. Apparemment, les décisions non négociables procurent un sentiment de puissance jusqu'à ce que les conséquences arrivent, et les conséquences portaient sa signature à elle, pas la mienne. Au cours du 2e mois, la situation a cessé d'être dramatique pour devenir prévisible. Les réseaux sociaux de Roxane ont changé en premier, moins d'énergie épanouie, plus de citations vagues sur la résilience. Quelques publications sur la façon dont la croissance nécessite des transitions inconfortables. Traduction, ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé. D'après ce que m'ont dit des amis communs, la phase entre 2 contrats de Dorian a duré plus longtemps que prévu. Les factures de ces missions n'ont pas été payées aussi vite que promis. Roxane a fini par avancer la majeure partie du loyer ce 2e mois-là. C'est à ce moment-là que les disputes sont devenues plus précises.
L'argent expose rapidement les dynamiques. Elle l'avait présenté comme quelqu'un qu'elle était en train de sauver. Ce récit fonctionne quand c'est à court terme. Ça donne un sentiment de puissance. C'est beaucoup moins gratifiant quand il faut payer les factures. Apparemment, elle a commencé à le pousser à apporter plus de structure. Des discussions sur le budget, le travail, les délais. Il n'a pas aimé ça. Il était venu en pensant à un refuge temporaire, pas à une responsabilité financière conjointe dans le cadre d'un bail plus strict. Et puis le propriétaire a fait quelque chose de subtil mais efficace. Après le deuxième avis de retard de loyer, il a exigé l'inscription au prélèvement automatique sur le compte de Roxane. Fini les virements manuels. Fini les je l'envoie demain. Juste un prélèvement direct. Dorian, d'après ce que j'ai entendu, l'a pris personnellement. Il a dit qu'il avait l'impression d'être traité comme un fardeau, ce qui, techniquement, était le cas. Les plaintes pour bruit ne se sont pas arrêtées non plus. Une lettre d'avertissement a été affichée sur leur porte un vendredi après-midi. La politique de l'immeuble est stricte. 3 infractions peuvent déclencher la résiliation du bail. C'est amusant de voir à quel point il n'y a pas de discussion semble puissant jusqu'à ce que vous soyez celui qui reçoit des avis officiels collés sur sa porte. De mon côté, j'étais stable. Le bail de mon studio était calme. Loyer payé en avance, pas de drame, pas de déménagement d'urgence, pas de cuisine partagée avec une histoire non résolue. Un soir, environ 9 semaines après mon départ, je suis tombé sur Roxane en centre-ville. Pure coïncidence. Elle avait l'air fatiguée, pas négligée, juste à bout de force. Elle a essayé de rester légère. Alors, tu es content maintenant? Cette question m'a tout dit. Pas est-ce que tu vas bien? Pas tu me manques. Content maintenant? Comme si tout cela avait été une vengeance stratégique. Je lui ai répondu calmement que je n'essayais de rien gagner. J'avais simplement refusé de vivre dans une situation avec laquelle je n'étais pas d'accord. Elle m'a dit, Dorian et moi, nous surmontons les problèmes. Intéressante formulation. Surmontons, comme si c'était encore un projet. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'en avais pas besoin, car la leçon ne portait pas sur Dorian. Elle portait sur ce qui arrive quand quelqu'un décrète qu'il n'y a pas de discussion dans un espace partagé. La vraie vie répond avec ses propres éléments non négociables, et ils arrivent avec des dates d'échéance, pas des opinions. Environ 3 mois après mon déménagement, la situation a fini par basculer. Pas de manière dramatique, pas de manière explosive, mais de façon prévisible. Le 3e cycle de loyer sous l'avenant plus strict est arrivé, et cette fois, il n'y a pas eu seulement 2 jours de retard, il y en a eu 5. En vertu de leur accord, 5 jours déclenchaient un examen formel d'infraction au bail. D'après ce que j'ai entendu dire, le propriétaire a programmé une réunion, pas un point amical, mais une réunion de mise en conformité. Roxane s'y est apparemment rendue seule parce que Dorian avait un appel avec un client. Ce détail m'a tout dit. Le propriétaire a exposé les chiffres. 2 précédents retards de paiement, des plaintes pour bruit continu, plusieurs avertissements documentés. Il lui a donné 2 options. Mettre le compte à jour immédiatement et s'engager à n'avoir aucune autre infraction, ou entamer une résiliation volontaire pour éviter une procédure d'expulsion officielle. Résiliation volontaire semble polie. Ça ne l'est pas. Cela signifie que vous partez avant d'être expulsé de force. Dorian, selon un ami qui parlait encore à tous les deux, n'a pas bien géré la chose. Il lui a reproché d'avoir réagi de façon excessive en l'ajoutant légalement au lieu de le laisser rester discrètement. Elle lui a reproché de ne pas avoir assumé ses responsabilités financières. Ils avaient tous les deux techniquement tort et raison. C'est ce qui arrive quand 2 personnes se lient autour de la rébellion plutôt que de la responsabilité. À la fin de cette semaine-là, j'ai entendu dire qu'ils avaient rompu. Encore. Apparemment, il a affirmé que la situation de cohabitation était étouffante. Qu'elle devenait trop contrôlante. Qu'il n'avait pas signé pour subir cette pression. Elle lui aurait dit qu'il devrait être reconnaissant qu'elle l'ait aidé quand personne d'autre ne le faisait. La gratitude ne paie pas le loyer. La dernière pièce du puzzle est arrivée discrètement. Un ami commun a mentionné que Roxane déménageait. Résiliation volontaire signée. Dépôt de garantie partiellement perdu en raison des infractions. Dorian est retourné squatter chez des amis. L'appartement qu'elle avait déclaré non négociable, perdu.
Je n'ai pas célébré. Je ne me suis pas senti vengé. Je me suis senti conforté. Quand quelqu'un prend des décisions unilatérales dans une vie de couple, il présume que le contrôle équivaut à la stabilité. Ce n'est pas le cas. Le contrôle sans accord ne fait qu'accélérer les conséquences, et les conséquences se moquent de savoir qui a commencé la dispute. Elles ne font que récolter des signatures, et les siennes étaient sur tous les documents. Environ un mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Pas intentionnellement, pas comme une relation de transition, juste dans le cadre de la vie normale. Elle s'appelle Anaïs, elle a 28 ans. Elle travaille dans l'administration des soins de santé. Nous nous sommes rencontrés parce qu'elle a emménagé dans l'appartement en face de mon studio. L'immeuble est calme, il s'agit surtout de professionnels qui se mêlent de leurs affaires. La première conversation portait sur un colis mal livré. La seconde portait sur un café. Ce qui a immédiatement retenu mon attention n'était pas l'alchimie, mais le ton. Quand nous parlions, rien ne ressemblait à un jeu de pouvoir, pas de confiance surjouée, pas de test de limite pour voir ce que je tolère, juste une conversation normale entre adultes. Après environ 3 semaines à nous fréquenter sans prise de tête, elle m'a posé une question simple. Alors, que s'est-il passé dans ta dernière relation? Je n'en ai pas fait un drame. J'ai simplement dit que mon ex avait pris une décision de vie majeure sans concertation, alors je m'étais retiré. Anaïs a fait une pause et a répondu, c'est logique. Pas de lever des yeux au ciel, aucun sous-entendu que je manquais de confiance en moi, aucune tentative de m'analyser pour me donner le mauvais rôle. Rien que cette réaction m'a paru inhabituelle. Un soir, nous cuisinions chez elle, et son ex est venu naturellement dans la conversation. Elle a mentionné qu'il l'avait contacté récemment pour prendre un café. Vous savez ce qu'elle a dit? Je lui ai dit non. Je trouvais que ce n'était pas respectueux par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Tout simplement. Pas de discours sur le fait d'être assez évolué pour gérer des émotions complexes. Aucune mise en scène pour montrer une noble maturité. Juste des limites. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais été tendu à propos de l'espace partagé jusqu'à ce que je ne le sois plus. Un soir, elle m'a demandé si j'envisagerais un jour de déménager dans un endroit plus grand une fois mon bail de 6 mois terminé. Remarquez la formulation. Elle a demandé, elle n'a pas déclaré. Et quand j'ai répondu peut-être, mais nous en parlerions sérieusement le moment venu, elle a hoché la tête et a dit, bien sûr. Pas de sourire en coin. Pas de point non négociable. Pendant ce temps, j'ai entendu dire par des connaissances communes que Roxane logeait temporairement chez un ami. Dorian avait de nouveau disparu de la circulation. L'appartement était de nouveau sur le marché. Le non négociable s'était transformé en non renouvelable. Je ne la déteste pas. Je ne regrette pas d'être parti. À la limite, je regrette d'avoir failli rester pour prouver quelque chose. Parce que voici la vérité silencieuse. Au moment où quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de discussion dans une vie de couple, la discussion est déjà terminée. Il vous suffit de décider si vous restez pour la subir. Je ne l'ai pas fait. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, ma situation de vie n'est pas accompagnée de colocataires surprises. Juste des portes qui s'ouvrent quand les deux personnes acceptent de tourner la poignée. 6 mois après avoir chargé ma vie dans cet utilitaire, tout s'était stabilisé. Anaïs et moi n'avons rien précipité. Pas de déclaration dramatique. Pas de fusion soudaine de nos vies. Juste des week-ends réguliers, des courses partagées, des conversations calmes sur le travail et les projets d'avenir. Quand le bail de mon studio a dû être renouvelé, elle a demandé à nouveau, à quoi penses-tu? C'est tout. Aucune présomption. Aucune pression. Juste une question. Nous nous sommes assis à la table de sa cuisine et en avons vraiment discuté. Budget, emplacement, trajet, intimité, attente. Cela a pris 45 minutes. Personne n'a levé les yeux au ciel. Personne n'a déclaré quoi que ce soit de non négociable. Nous avons décidé de signer pour un nouvel endroit ensemble. Plus grand. Un terrain neutre. Les deux noms sur le bail. Des termes clairs sur les finances. Des trucs simples d'adultes. De son côté, la situation de Roxane s'est terminée exactement comme ce genre de choses se termine habituellement. Elle a déménagé 2 fois en 3 mois. D'abord dans la chambre d'amis d'un ami, puis dans un appartement plus petit et plus éloigné du centre-ville. J'ai entendu dire que Dorian avait brièvement refait surface,
puis avait de nouveau disparu une fois que l'argent et la responsabilité étaient entrés dans la conversation. Le propriétaire a remis le logement initial sur le marché quelques semaines après sa résiliation. Nouveau locataire. Ardoise magique. Un après-midi, j'ai reçu un message sur LinkedIn. Pas directement d'elle. Juste une courte note. J'ai mal calculé. Je pensais que tu resterais. C'était tout. Aucune excuse. Aucune prise de responsabilité pour sa décision unilatérale. Juste la reconnaissance qu'elle avait supposé que je ne partirais pas. Je n'ai pas répondu. Parce que ça a toujours été le cœur du problème. Elle ne pensait pas que je partirais. Elle croyait que j'allais argumenter, m'adapter, tolérer, négocier. Elle pensait que le non négociable n'allait que dans un seul sens. Mais au moment où elle a dit qu'il n'y a pas de discussion, elle a retiré la seule chose qui fait fonctionner la cohabitation. L'accord. Je n'ai pas combattu sa décision. Je m'y suis aligné. Elle a dit qu'il emménageait. J'ai dit que mon départ non plus. Et ça s'est arrêté là. Le non négociable n'est pas bruyant. Il n'est pas dramatique. Il est silencieux. C'est de la paperasse signée sans hésitation. Ce sont des clés rendues sans faire de discours. C'est un utilitaire chargé pendant que quelqu'un regarde par la fenêtre en pensant que vous bluffez. Je ne bluffais pas. Et le plus drôle? La seule chose qui n'était vraiment pas négociable à la fin, c'était la réalité. Le loyer doit être payé. Les baux sont appliqués. Les gens sont éligibles ou ne le sont pas. Et quand quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de discussion, parfois la seule réponse est de se retirer entièrement de la pièce. Il s'avère que c'est une décision que la vraie vie respecte. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire et je voulais partager avec vous ce qui m'a profondément touché. Poser ses limites n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire une belle preuve de respect de soi. L'estime de soi nous aide à faire des choix qui protègent notre bien-être. Choisir la paix intérieure plutôt que de tout accepter est une forme de sagesse. La responsabilité commence quand on a le courage de dire non à ce qui ne nous convient pas. La gentillesse envers les autres ne doit jamais se faire au détriment de notre propre équilibre. J'espère sincèrement que vous prendrez le temps de réfléchir à vos propres limites dans la vie. Guérir, c'est souvent apprendre à privilégier ce qui nous apporte de la sérénité. Quand nos actions sont alignées avec nos valeurs, on se sent plus libre et plus fort. Votre paix mérite vraiment d'être protégée, et je crois que vous avez en vous la force de le faire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.